Nous sommes en 1937. C'est vrai. Avec nous sur la Une pour une interview exclusive du président Reagan. Je vous en reparle dans quelques instants. Matière, couleur, parfum, création Charles Jourdan. Allez, c'est ma dernière. Moi, c'est les Fougies. Au programme ce soir, De Dietrich vous propose le four multifonction. Sur la 1, grille-voire double De Dietrich, quelle soirée. Sur la 2, cuisson traditionnelle De Dietrich. Sur la 3, chaleur tournante De Dietrich, on l'applaudit. Sur la 4, cuisson combinée De Dietrich, Macabelle. Sur la 5, turbo grill De Dietrich, ça va dorer. Maman, c'est quoi le programme ce soir? Four multifonction De Dietrich, les 8 programmes du progrès. Bonne soirée. Chaussures Palladium. Les complices de Marina. Contrex et moi, on ne se sépare jamais. À nous deux, on arrive à maintenir ma ligne. Moi, je me surveille, je m'arrange pour manger léger. Et Contrex m'aide à rester juste bien, comme je suis. Contrex, je l'aime beaucoup, c'est vrai, mais je suis quand même prête à partager. Mangez léger et buvez Contrex. Nouveaux autoradios à cassette, Kingston et Memphis de Blaupunkt. Décollés en musique. Ça chauffe, c'est bon pour la forme. Ça chauffe, c'est bon pour les formes. Fluide thermo amincissant de Jeanne Piaubert. Ça chauffe, ça marche sur toute la ligne. Fluide thermo amincissant de Jeanne Piaubert. Oh, il en faut du temps pour faire un meuble. D'abord, il faut réussir sa forme. Et puis, il faut lui donner de l'âge. Une belle patine. Un peu d'orgueil, quoi. Il faut le nourrir à la cire d'abeille, chaude. Et puis après, faut pas passer n'importe quoi sans réfléchir, pour que ça brille. Alors, prenez kiwi cire liquide, à la cire d'abeille. Et ça n'est pas simplement pour faire briller. Ça pénètre le bois, et ça le nourrit. Et moi, j'y tiens, à ce que mon meuble, il soit bien nourri. Kiwi, un conseil de connaisseur. Demain sur votre bureau, Goupil G4. En Languedoc-Roussillon, on aime l'action. Industrie nouvelle, production agricole, tourisme, un tourbillon de jeunesse entraîne la région, stimule son ambition. Région Languedoc-Roussillon, le souffle de l'énergie. L'innovation,
l'imagination, l'information, c'est à la Foire de Paris jusqu'au 8 mai. Créer ou reprendre une entreprise ressemble trop souvent à un casse-tête. Pour aider par des conseils personnalisés tous ceux qui ont la volonté d'entreprendre, l'Agence nationale pour la création d'entreprises organise le Carrefour de Marseille les 23, 24 et 25 mai. Pour rencontrer tous ceux qui peuvent vous aider, venez à Marseille. Renseignez-vous au 549 25 50. L'or, une histoire d'amour. Les verres correcteurs Photogré Extra ne sont pas des verres comme les autres. Parce qu'ils protègent vos yeux des variations lumineuses. La bonne vue à la bonne lumière. C'est Photogré Extra. À l'occasion du 40e anniversaire de la libération des camps nazis, Histoire à la Une vous présente Le temps des assassins. La survie, la résistance et l'extermination dans les camps de la mort. Le temps des assassins, un drame de l'histoire à travers des archives, des témoignages, des films. Mardi 30 avril à 22h10. Demain soir donc. Mais pour ce soir, 22h40 sera l'heure d'Étoiles Étoiles. Pour l'instant, voici une interview du président Reagan, interview exclusive pour la France, accordée à TF1, notre correspondant à Washington, Gérard Saint-Paul. Avant de le rejoindre, je vais donner la parole à Dominique Bromberger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ainsi, à 3 jours du sommet des pays industrialisés, le président Reagan a accepté d'évoquer face à des journalistes des pays participants à ce sommet les grandes questions qui y seront évoquées. 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ronald Reagan voulait sans doute faire de cette rencontre de Bonn une grande et spectaculaire manifestation d'unité entre alliés. Cela ne pourra pas être totalement le cas, d'une part parce qu'il y a les vieux problèmes, comme ceux du dollar qui divise les alliés, de ses hausses et de ses baisses, qu'il y a de nouvelles questions comme l'IDS, l'initiative de défense stratégique, aussi connue sous le nom de guerre des étoiles, qu'évoquait le président Mitterrand sur cette antenne hier soir. Mais aussi parce que sa visite en Allemagne, la visite du président Reagan en Allemagne, doit comporter une étape très controversée, une halte au cimetière militaire de Bitburg, un cimetière où, parmi d'autres soldats allemands, reposent des Waffen-SS, dont certains sont soupçonnés d'avoir participé à un massacre de soldats américains. Et on l'a appris hier, peut-être aussi au massacre d'Oradour-sur-Glane. La parole est donc pour cette interview maintenant d'abord à Fritz Pleigen, journaliste de la chaîne de télévision allemande ARD, en tant que pays hôte de ce sommet. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir donné la possibilité de nous entretenir avec vous avant votre voyage en Europe. Je suis Fritz Pleigen de la télévision allemande. Permettez-moi de vous présenter mes collègues. Ici à ma gauche, Gérard Saint-Paul, TF1 France, Jon Snow, télévision britannique, Akiyama, télévision japonaise, Sergio Termon, Rai, Italie, et enfin, last but not least, Joseph Schlesinger, de la télévision canadienne. Et voici ma première question. La controverse qui a entouré votre intention de visiter le cimetière militaire allemand de Bitburg s'envenime. Elle projette une ombre sur le sommet économique et elle gâche votre idée de la réconciliation. Le Congrès vous a exhorté de ne pas y aller, les anciens combattants ont fait de même, les rescapés de l'Holocauste vous ont également exhorté de ne pas y aller et la majorité du peuple américain sont contre cette visite. Monsieur le Président, comment ce tourbillon d'émotions vous affecte-t-il, vous personnellement et politiquement, et le dernier mot a-t-il été dit sur Bitburg?
En ce qui me concerne, j'ai donné mon dernier mot. Je pense qu'il est moralement juste de faire ce que je fais, et je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Je ne pense pas que cela ait troublé la majorité des gens ici, et d'ailleurs, on a effectué des sondages et des enquêtes qui démontrent qu'on ne s'en préoccupe pas outre mesure. Je comprends le sentiment de certains, car franchement, je crois que beaucoup de vos collègues américains, je veux dire dans la presse américaine, n'ont pas été tout à fait corrects à ce sujet. Je crois qu'ils se sont accaparés de quelque chose et comme un chien qui taquine son os, ils vont continuer à le ronger. Mais tout a commencé par un désir sincère de la part du chancelier Kohl et de moi-même de marquer le 40e anniversaire de la fin de la guerre. Et j'ajoute que c'est le 30e anniversaire de nos relations en tant qu'alliés au sein de l'OTAN. Ne faut-il pas prendre conscience, ne faut-il pas donner acte de cette chose inhabituelle qui s'est produite, à savoir qu'au cours de ces 40 années depuis la fin de la guerre, la fin de la tragédie de l'Holocauste, nous sommes devenus les amis que nous sommes. Et ne faut-il pas se servir de cette occasion pour dire clairement que plus jamais nous ne devons nous retrouver ennemis, et plus jamais il ne doit se produire quelque chose comme l'Holocauste. Si c'est ce que nous pouvons souligner par ces célébrations et le voyage préparé à cet effet, eh bien je pense que tout ce que nous faisons en vaut bien la peine. Monsieur le Président, excusez-moi d'insister, mais aux dernières nouvelles publiées dans le New York Times, il est dit que certains des SS enterrés à Bitburg ont peut-être participé au massacre d'Oradour-sur-Glane. Vous savez, c'est un village dans le centre de la France où il y a eu 642 victimes. Le saviez-vous? Qu'en dites-vous? Oui, je sais. Je sais toutes les mauvaises choses qui se sont passées au cours de la guerre. J'ai porté un uniforme moi-même pendant 4 ans. Et encore une fois, voyez-vous, vous posez une question au sujet de gens qui se trouvent enterrés au cimetière. J'ai déjà eu l'occasion de dire à certains de mes amis que tous ceux qui s'y trouvent ont déjà, depuis longtemps, rencontré le juge suprême du bien et du mal. Et si punition ou justice il y a eu, elle a déjà été rendue par celui qui se trouve au-dessus de nous tous. Il ne s'agit pas d'honorer qui que ce soit, il s'agit d'apporter aux gens, dans ce cadre précis, la conscience, d'apporter aux gens la conscience de la grande réconciliation qui se produit ici. Et comme je l'ai déjà dit, peut-être trop souvent, il faut se souvenir, dans le sens d'un engagement, à ne plus jamais permettre que cela se passe à nouveau. Donc revenons au sommet de Bonn, Monsieur le Président. Ce sommet pourrait apporter une contribution à l'unité occidentale. Mais l'IDS, l'initiative de défense stratégique, ne provoque pas l'unanimité. Par exemple, le président Mitterrand a dit hier à la télévision que la technologie de l'IDS est très intéressante, mais que les stratégies sont peut-être erronées. Qu'en dites-vous? Eh bien, si le sujet est évoqué au sommet, j'aurai peut-être l'occasion de lui donner des éclaircissements pour qu'il comprenne exactement de quoi il s'agit. Tout d'abord, sachons que l'Union soviétique a déjà entrepris de telles recherches depuis plus longtemps que nous, et quel ne serait pas notre malheur à nous tous si l'Union soviétique, qui a l'arsenal d'armes nucléaires le plus important du monde, avait également des moyens de défense contre les armements nucléaires, alors que le reste du monde n'en avait pas. Le président Mitterrand doit simplement comprendre que nous ne faisons qu'entreprendre des recherches pour voir s'il existe le potentiel d'une arme défensive.
Et si tel était le cas, avant tout déploiement, nous nous joindrions à nos alliés, dont les pays représentés ici. Avant tout déploiement et avant de décider d'une stratégie pour son emploi. Mais dans l'état actuel des choses, le monde affronte une menace où notre seul moyen de dissuasion à l'égard d'une attaque nucléaire et de faire la menace d'une riposte à notre tour. Dans un sens, nous disons que si vous exterminez des millions de nos gens, eh bien, nous exterminerons des millions des vôtres. Alors, il me semble que s'il y a la possibilité d'avoir un moyen de dissuasion défensif, plutôt défensif, qui ne tue personne, mais ne détruit que des armes, alors nous devrions nous orienter dans ce sens, en même temps que nous continuons l'effort de réduire les armements nucléaires de part et d'autre. J'aimerais ajouter que je sais aussi que le président Mitterrand ainsi que le Premier ministre Mme Thatcher ont des problèmes chez eux en ce qui concerne le soutien apporté à leurs propres arsenaux nucléaires. Alors, il y a le simple fait d'entamer des recherches. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Je suis, par conséquent, tout à fait en faveur de la continuation des programmes français et britanniques de défense, de dissuasion nucléaire. Monsieur le Président, vous avez dit que le moment était venu d'expliquer à tous ceux qui n'étaient pas convaincus, au président Mitterrand et d'autres, les avantages de l'IDS. Peut-être cela n'aurait peut-être pas été une meilleure idée d'expliquer tout cela et d'en discuter avec les alliés avant le lancement de cette initiative. Ne pensez-vous pas que ça aurait été bon, et cela fait un peu écho à ce que l'on avait dit déjà concernant la célébration du 40e anniversaire de la fin de la guerre. Mais vous annoncez des initiatives et après vous essayez d'avoir l'accord des alliés. Eh bien, je ne me rappelle pas exactement dans quel contexte cela s'est passé, comment l'annonce a été faite. Est-ce que c'était dans notre demande présentée à notre propre congrès pour obtenir le financement de ces recherches? Mais dès que possible, au niveau militaire et même à un niveau plus élevé, nous avons envoyé des représentants en Europe pour informer tous les chefs des 7 États ainsi que les militaires et les nôtres. Vos collaborateurs disent que vous êtes très optimiste maintenant que vous allez vers ce sommet. Mais ça n'a pas été une bonne semaine pour l'homme que nous avons appris à connaître comme le grand communicateur. Peut-on, lorsqu'on pense au vote concernant les contrats au Nicaragua, ou tout ce tumulte autour des Bitburg, quelque chose est-il arrivé au grand communicateur au cours de ces 10 derniers jours? Eh bien non, voyez-vous, j'ai passé 4 ans à me battre contre le fait qu'une de nos chambres appartienne au parti de l'opposition, enfin dans la majorité de l'opposition. Dans vos systèmes parlementaires, vous n'avez pas de telles choses. Le parti et la personne sont identiques. Mais enfin, j'ai passé 7 années sur 8 en tant que gouverneur de la Californie à faire face à un congrès hostile. Je n'ai pas encore abandonné les contrats. Notre position, le problème de Nicaragua, il faut comprendre que l'on admette ou non, il s'agit de savoir si l'on souhaite avoir un autre gouvernement totalitaire, marxiste-léniniste, comme Cuba, mais maintenant cette fois-ci sur le continent des Amériques. Ou est-ce que l'on veut que le peuple de Nicaragua puisse jouir de la démocratie pour laquelle ils se sont battus? Et d'ailleurs, c'était ce qu'ils ont fait en renversant la dictature de Somoza. Alors, je ne sais pas, quelle que soit la manière de le dire, les opposants au Congrès qui se sont opposés à notre aide en faveur de ces gens, eh bien, ils votent en faveur d'un gouvernement totalitaire, marxiste-léniniste dans les Amériques. Il n'y a pas à se le cacher. Nous n'allons pas laisser tomber. Nous n'avons fait que commencer notre lutte pour le budget. Nous allons y arriver. Je crois que nous allons avoir un plan qui nous permettra de mettre fin à nos déficits budgétaires. Mr. President,
Monsieur le Président, permettez-moi de changer de sujet. Vous avez marqué votre intention d'entamer une nouvelle série de négociations commerciales. Étant donné que certains pays européens ont besoin d'être quelque peu encouragés, ont besoin d'incitations, dirais-je, pour entamer ces négociations au début de 1986. Que ferez-vous au sommet pour essayer d'encourager ces pays à le faire? Eh bien, c'est un des sujets qui revient toujours dans les réunions au sommet. Il faut s'opposer à tous ceux chez nous qui souhaitent davantage de protectionnisme dans les échanges. Le protectionnisme n'a jamais servi personne. Et très souvent, cela crée de graves ennuis économiques pour tout le monde. Nous avons eu d'excellentes discussions bilatérales avec votre propre Premier ministre, M. Nakasone. Nous avons fait d'énormes progrès dans ce sens. Nous avons réussi à surmonter des obstacles aux échanges dans les deux sens. Donc, de concert avec nos alliés, nous sommes un petit peu tous coupables. Nous sommes tous en faveur de libre-échange. Et nous savons au fond de nos cœurs que c'est vraiment comme cela qu'il faut faire. Mais il y a toujours des éléments de protectionnisme chez nous tous. Le moment est donc venu d'ouvrir un nouveau round, une nouvelle série de discussions pour voir comment libérer davantage nos marchés. Monsieur le Président, votre attitude après la nomination de M. Gorbatchev au Kremlin a été bien accueillie en Europe. Votre intention d'avoir une rencontre avec lui a été bien accueillie. Or, M. Gorbatchev a amorcé une politique dure. Voulez-vous encore le rencontrer? Et quel type de rencontre voulez-vous? Eh bien oui, j'aimerais le rencontrer. J'ai toujours pensé que vous n'avez des ennuis que lorsqu'on vous parlez de quelqu'un sans qu'il soit là, plutôt que de parler de vive voix. Il y a des gens chez moi, quelques-uns de vos collègues d'ailleurs, qui estiment que mon désir de le rencontrer est trop mou, que je ne suis pas assez, je ne vois pas les réalités en face. Je crois que je suis réaliste. Et je crois que jusqu'au moment où nous pourrons parler de vive voix, nous regarder en face comme nous le faisons actuellement, pour lever les doutes et les soupçons qui pèsent sur tous les deux, pour parler de nos objections à l'égard de certaines pratiques. Il y a eu, par exemple, la tragédie de l'assassinat du major Nicholson. Eh bien, la seule façon de régler tout cela, ce n'est pas de parler l'un de l'autre à des milliers de kilomètres de distance, il faut se parler directement de vive voix. Il faut dire ce qu'il faut faire si un jour nous allons pouvoir mettre fin à cette animosité, à ce climat d'hostilité qui existe entre nous. Oui, alors, j'attends avec impatience une telle réunion. Entre-temps, M. Gorbatchev aide Ortega. Quelle est l'attitude des États-Unis vis-à-vis du Nicaragua à l'heure actuelle? Excluez-vous l'usage de la force, l'intervention militaire américaine?